Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Et bonjour, c'est Wendy Anne Carpentier, vous écoutez Radio FM Plus Montpellier. On se retrouve aujourd'hui pour une émission branchée intelligence artificielle. Nous avons l'honneur d'écouter Arnaud Youhalalen, directeur et fondateur de Numalis Montpellier. Numalis, entreprise sur Montpellier ayant 5 salariés, travaillant dans le domaine informatique, du côté de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la défense, l'académie et les institutions. Bonjour monsieur Youhalalen. Youhalalen, presque. Et bonjour à tous. Pourriez-vous peut-être ajouter quelques précisions sur votre entreprise ? C'est quoi ? Pourquoi Montpellier ? Est-ce que c'est à l'international ? Alors, Numalis, donc, c'est une entreprise qui est née à Montpellier, parce que le noyau dur de l'équipe était là. Aujourd'hui, c'est Numalis, alors c'est pas 5 personnes, c'est 12. Ils se sont multipliés entre-temps. Mais c'est une entreprise qui est issue de la recherche, étant moi-même un ancien chercheur. Et c'est une entreprise qui industrialise en fait, des travaux de doctorat, qui sont les miens et celui de mon ancien directeur de thèse. Et qui aujourd'hui se développe principalement sur le national, mais qui commence aussi à regarder au niveau international. Et vos travaux en doctorant, c'était sur quoi ? Alors, mes travaux en doctorat, c'était donc sur l'informatique, avec aussi beaucoup de mathématiques mélangées à l'intérieur. Donc, ça donnait un sujet un peu imbuvable à comprendre. Mais en simple, le but, c'était de trouver une technique pour corriger les erreurs de calcul que font les ordinateurs. Et quel genre de profil vous recruterez dans votre entreprise ? Est-ce que tout le monde a accès à Numalis ? Alors, c'est une entreprise très technologique, comme vous pouvez vous en douter. C'est des profils en général avec soit des masters, soit des doctorats qui arrivent chez nous. On développe une compétence qui est assez unique dans le monde, qui concerne l'arithmétique des ordinateurs et ces fameuses erreurs de calcul qu'on veut corriger. Et c'est une discipline qui n'est même pas enseignée, en fait, quasiment, au niveau mondial. Donc, en fait, on recrute des gens sur le potentiel qu'ils ont et, en fait, on les forme à cette technique. Et vous avez une clientèle en particulier ? Alors, nous, on s'adresse principalement aux gens qui font des calculs qui sont critiques, parce que si c'est critique, il ne faut pas que ça plante. Donc, ça concerne principalement les industries du transport, donc c'est l'aéronautique, l'aérospatiale, la voiture, mais c'est aussi des industries de défense. Donc, ça va être ce qui vole, ce qui roule, ce qui va sous l'eau, des choses comme ça. Et donc, vous êtes directeur et cofondateur de cette entreprise, mais c'est quoi vos missions dans cette entreprise ? Alors, on est une start-up, donc au début, la mission d'un président fondateur, c'est à peu près tout. On a toutes les casquettes qui vont du commercial, du marketing, du RH, de la R&D, de la prod. Voilà. Donc au début, on fait tout. Et puis petit à petit, justement, quand on se développe, on finit par déléguer des parties de son activité. Donc aujourd'hui, au point où on en est dans Numalis, moi, je ne gère plus vraiment la partie technique. J'ai un directeur technique qui fait ça pour moi avec son équipe technique. Par contre, j'ai encore la main sur la partie de tous les programmes de R&D, notamment ceux sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, je gère encore avec mon assistant toute la partie administrative, fiscale, juridique. Et après, je gère tout le côté externe, donc, c'est-à-dire la relation avec les clients, les banques, les partenaires, les écosystèmes, les relations presse, la radio, par exemple. Voilà, donc tout ce qui va concerner l'extérieur de Numalis. Vous avez parlé de ERD, c'est quoi ? De ERD ? Oui, R&D. Ah, de R&D, pardon. Oui, donc de recherche et développement. D'accord. Donc c'est-à-dire les activités qui correspondent en fait à ce que pourrait faire un labo de recherche, sauf que c'est fait par une entreprise privée qui, au contraire d'un labo, ne publie pas ses résultats. Elle les garde pour avoir un avantage concurrentiel, pour développer des nouveaux produits. Et donc du coup, elle investit pour des produits futurs. Et quels sont les axes de recherche en plus dans votre entreprise Numalis ?
Alors, on va dire une activité de départ qui concerne la correction des erreurs de calcul que font les ordinateurs. Donc, il y a encore plein de choses à faire en termes de recherche là-dedans pour que ça soit plus utilisable, que ça résolve plus de problèmes. Et ensuite, on a un grand pan de recherche qui est ouvert, qui concerne donc l'intelligence artificielle et la manière dont on va prouver qu'elles sont fiables. Et donc ça, c'est un pan qu'on est en train de défricher avec notamment des partenaires industriels et où là, pour le coup, exceptionnellement, on publie une partie de nos découvertes au niveau international pour justement essayer de faire que le plus grand nombre de personnes puissent fiabiliser leurs intelligences artificielles. Et comment vous prouvez que c'est fiable, l'intelligence artificielle ? Alors, c'est le grand sujet. Nous, on s'intéresse à une propriété qu'ont les intelligences artificielles, enfin qu'on souhaite qu'elles aient. On veut qu'elles soient robustes. Donc la robustesse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'art pour une intelligence artificielle de fonctionner correctement dans des situations inattendues. Et qu'elle continue d'avoir un certain comportement correct, malgré le fait qu'elle se trouve dans une situation qui n'était pas prévue à la base par le designer de cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'objectif, c'est prouver qu'une intelligence artificielle est robuste. Et nous, ce qu'on développe, ce sont des techniques qui permettent de prédire l'ensemble des comportements possibles que peut avoir une intelligence artificielle. Et donc du coup, on peut démontrer que parmi l'ensemble des comportements qu'elle va pouvoir avoir, eh bien, on ne va pas avoir de situation anormale dans son comportement. D'où la robustesse. Vous avez des logiciels spéciaux pour ça ? Alors là, aujourd'hui, ils sont en cours de fabrication, c'est justement de la R&D. On a donc des théories mathématiques et informatiques qu'on est en train de mettre en œuvre. Et justement, ces logiciels qui sont en train d'être fabriqués vont bientôt être testés dans des conditions réelles de fabrication d'intelligence artificielle, notamment pour des industriels de l'automobile, de la défense, de l'aérospatiale, de l'aéronautique. Voilà, des gens qui espèrent pouvoir prouver que leur système est fiable avec des IA à l'intérieur. Et c'est quoi votre but à Numalis ? Le but de Numalis, c'est de fournir des outils d'aide à la conception de programmes. Donc nous, notre raison d'être, c'est d'aider le programmeur, où qu'il soit, qu'il soit dans un secteur industriel critique ou non, à faire en sorte que ce qu'il fabrique, donc des logiciels, soient les plus fiables possibles, les plus performants possibles, avec des outils justement d'aide à la conception. Et maintenant, petite pause musicale interprétée par Tauren Wells. C'est parti, vous écoutez Love is Action sur Radio FM+ Montpellier. Nobody changes the world, standing in the crowd. And nobody's voice is ever heard until they open their mouth. Won't let a loud go quiet, won't let the saints go silent. Let's turn it up, tell the world what we're about. Reaching up toward heaven, ready for what's next. Hey, breaking through the darkness. They ain't seen nothing yet. Love is action that you take, passion that can make any kind of walk under. Love is action, walking out of faith, giving everything. Nothing's gonna stop us. Love is action. Love is action. No, I'm not crazy to believe love can save a life. If we go running to the need, we declare the fame,
Et oui, vous écoutez Tauren Wells, Love is Action sur Radio FM Plus Montpellier. Nous vous voici avec Arnaud Youalalen, directeur et fondateur de Numalis, pour parler intelligence artificielle. Alors, monsieur Youalalen, vous êtes directeur de Numalis à Montpellier. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Ça, c'est une question, je ne suis pas sûr qu'on ait assez de temps pour y répondre. Alors, l'intelligence artificielle, déjà, si on essaie de poser une définition dessus, vous tomberez pas d'accord avec grand monde. Il y a autant de définitions, j'allais dire, que d'experts. Donc, si on essaie juste de brosser un peu aujourd'hui ce que ça représente, c'est un domaine de l'informatique qui est très vaste, qui regroupe aussi bien des gens qui font de la logique, donc des maths un peu anciennes, on va dire, que des gens qui font des choses un petit peu plus nouvelles comme les réseaux de neurones, bien que la technologie soit très ancienne, mais aujourd'hui ça a un peu un regain d'activité. Et ce sont des choses très différentes, hein. La logique et les réseaux de neurones, ça n'a rien à voir. Pourtant, on va appeler ça l'intelligence artificielle. Alors, ce que ça donnait dans la tête des gens, souvent, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une espèce d'humain bis, hein, avec une volonté, une pensée. Alors, tout ça n'existe pas. Pour moi, ça c'est de la fiction. L'intelligence artificielle, ce sont des logiciels qui, pour la plupart, sont là pour automatiser des choses, pour automatiser des process que avant les humains faisaient avec leurs mains ou avec leur cerveau ou avec leurs yeux. Et tout ce qu'on veut faire, c'est automatiser ces choses-là. Donc le défaut qu'on a quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on met tout de suite des mots anthropocentriques. On va parler de l'intelligence artificielle, elle pense, elle raisonne, elle veut... alors que tout ça, c'est pas du tout ça. L'intelligence artificielle, c'est des lignes de code qui appliquent des instructions, quoi. C'est pas non plus ça n'a pas de volonté propre. Et puis aussi, ils ont des voix humaines. Par exemple, Siri, Cortana, c'est une voix masculine ou féminine. Oui, mais ça, c'est juste de la synthèse. Vous pouvez faire un logiciel qui va aussi synthétiser une voix sans avoir recours à aucune des techniques actuelles de l'intelligence artificielle, que ce soit les réseaux de neurones ou des arbres de décision, des trucs bayésiens. Enfin, vous avez plein de techniques. Vous pouvez faire autre chose aussi qui va aussi synthétiser une voix. Et on n'appellera pas ça de l'intelligence artificielle, du coup, quoi. Vous commercialisez plusieurs produits, notamment la gamme Spot et la gamme Wizot, si je prononce bien, oui. Mais aussi des applications pour la défense et l'aéronautique. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus, à quoi ça sert, comment ça marche ? Alors, les deux gammes de produits, en fait, c'est qu'on a scindé nos deux cœurs de métier. Comme je vous le disais au début, nous, ce qu'on vend, ce sont des outils d'aide à la fabrication de code qui sont là pour corriger les problèmes de calcul qu'ont les ordinateurs. Et la métaphore qu'on utilise, c'est celle du correcteur orthographique, comme dans Microsoft Word. Quand vous utilisez Word, quand vous écrivez quelque chose, on vous souligne en rouge quand vous avez écrit quelque chose qui potentiellement n'est pas correctement écrit. Et ensuite, vous faites clic droit pour avoir une aide pour corriger ça. Nous, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que la gamme Spot va prendre du code qui a été écrit par un programmeur. On va souligner en rouge aussi les endroits où on pense que là, les calculs n'ont peut-être pas été bien écrits. Il va y avoir un problème quand on va s'en servir. Et la gamme Wizot, c'est le clic droit. C'est-à-dire, maintenant qu'on vous a trouvé des vulnérabilités dans votre code, on va vous proposer des corrections automatiquement pour vous aider à améliorer la qualité du programme. Donc ça donne ces deux gammes de produits, mais qui en fait interagissent en permanence. Et est-ce qu'elles sont en constante évolution ou elles sont stables ? Alors non, c'est en constante évolution parce que on est une entreprise innovante, donc on fait beaucoup de R&D. Et donc, même si on a une première version 1 qui est sur le marché, il va y avoir une version 2, une version 3, il va y avoir des patchs, des upgrades, on va rajouter des nouvelles fonctionnalités dans les programmes pour toujours augmenter la qualité de service qu'on rend au programmeur pour lui simplifier son travail et faire en sorte que ce qu'il fabrique, ça marche le mieux possible et de manière la plus safe possible. Est-ce qu'il y a un lien avec l'intelligence artificielle, donc Alors nous, Spot et Wizot. Alors aujourd'hui, l'activité qu'on a sur l'intelligence artificielle, elle s'inscrit plutôt dans la gamme Spot, puisque c'est détecter des propriétés de programme, vérifier que le programme va bien. Donc on est plus dans le côté souligné en rouge, quoi. On a des idées pour aussi proposer des corrections sur l'intelligence artificielle, et donc ça sera un programme un produit qui apparaîtrait plus dans la gamme Wizot, mais qui aujourd'hui n'existe pas, qui, j'allais dire, même pas à l'état de projet sur le papier, c'est plus des idées qu'on a.
on va déjà vendre quelque chose qui est plutôt spot pour l'IA, et ensuite on fera du wizot pour l'IA. Et pour les applications de la défense et pour l'aéronautique, du coup, c'est quoi ? Alors en fait, le monde de la défense, l'aéronautique, l'aérospatiale, ce sont des mondes en fait qu'on qualifie de embarqués critiques. Donc quand vous fabriquez une fusée, hein, comme Ariane, c'est le même niveau de criticité que quand vous fabriquez un avion, un A380 par exemple. Et pour le programmeur, il doit démontrer que le système qu'il a fabriqué va répondre à un certain nombre de normes qui sont d'ailleurs imposées par la réglementation. Sinon, le système n'aura pas le droit de voler, par exemple. Et donc, nous, on fournit des outils qui vont permettre de répondre aux exigences des normes qui sont appliquées dans ces domaines-là. Après, fondamentalement, nous, ce qu'on traite, c'est du code. C'est-à-dire que ça serait du code qui ferait complètement autre chose, pas forcément dans un avion ou une fusée. Ça ne nous poserait pas de problème. Si on est sur ces marchés-là en premier, c'est parce que ce sont eux qui, en priorité, ont besoin de nos outils parce qu'ils ont une exigence réglementaire à répondre. Le premier correcteur automatique de calcul, c'est quoi concrètement ? Alors, si on rentre dans le concret, un peu dans le technique, donc c'est un logiciel qui s'apparente à un compilateur. C'est-à-dire que ça prend du code source en entrée, par exemple du code source écrit en C, en C++, en ADA ou autre. Et ça fait deux choses. D'une part, ça renvoie un audit du code. Donc, c'est-à-dire là, on est plutôt sur une sortie qui ressemble un peu à un format Word ou un format PDF, où on va lister les vulnérabilités qu'on a trouvées dans le code source. On va mettre en gros des croix rouges et des checks verts sur le code pour dire là, ça va, là, il y a peut-être un risque. Et la deuxième partie, c'est ça va générer des patchs. Donc un patch, en fait, c'est un fichier qui dit, ligne 23 de tel fichier, vous avez écrit ça, nous on vous propose ça. Et avec ce fichier patch, ensuite le programmeur peut aller patcher son code source pour le rendre plus performant, plus sûr. C'est quoi l'arithmétique flottante ? Parce que vous en parlez dans votre site internet. Alors, l'arithmétique flottante, c'est la raison pour laquelle les ordinateurs ne savent pas vraiment calculer et qu'ils font des erreurs de calcul. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est, déjà, il faut reconnaître qu'il y a une infinité de nombres et qu'une machine comme un ordinateur de bureau, c'est une machine finie. Et on ne peut pas faire rentrer de l'infini dans du fini. À un moment donné, il faut accepter qu'il y aura des pertes et qu'on va avoir qu'un nombre fini de nombres qu'on pourra manipuler. Donc l'arithmétique flottante, c'est un standard qui définit en fait quels sont les nombres à virgule dont on dispose sur un ordinateur. Donc le format qui a été défini dans les années 80 et qui était issu, on va dire, des travaux des années 50 qui concernaient le projet Manhattan en fait, le format a fondamentalement chevillé au corps le fait qu'il faut à la fois être capable de représenter des toutes petites valeurs, très proches de zéro, et des très grandes. Et entre ces deux, il va y avoir des trous. Et ces trous, ce sont des erreurs d'arrondi. Et ce sont ces erreurs d'arrondi qui, quand le programme se déroule, les calculs s'accumulent, les erreurs d'arrondi s'accumulent, ça fait un peu boule de neige, et au bout d'un moment, on peut avoir une vraie dérive entre le comportement qui était attendu et le comportement qui est observé par le calcul à la fin, quoi. Vous avez parlé de C++, donc un langage informatique de programmation, mais vous évoquez aussi HLS, c'est quoi ? Alors ça, c'est un langage interne qu'on a défini principalement à visée pédagogique, parce que comme je disais un petit peu avant, l'arithmétique flottante, ces questions d'erreurs de calcul, c'est pas enseigné en vrai dans les universités. On dit oui, les ordinateurs, ça c'est bien calculé, alors qu'en fait, non, il y a des soucis. Donc justement, pour essayer d'éduquer les futurs programmeurs, on fournit à certaines universités, dont d'ailleurs les universités à Montpellier, un outil qui permet de jouer avec ces questions-là de problématiques d'arrondi. Et le langage HSL, en fait, c'est un langage qui permet de contrôler et de manipuler plus facilement ces questions-là pour les mettre sous forme graphique, pour que ce soit un peu plus facile à appréhender et à comprendre, quoi. Vous avez, le 16 mars 2019, rencontré donc Florence Parly, ministre de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette rencontre ?
Alors, Florence Parly, la ministre des Armées, oui, je crois qu'ils ont changé le titre, est une personne qui est extrêmement intéressée par l'innovation, qui est absolument persuadée que l'évolution de nos forces armées doit se faire en partenariat avec les grands industriels, mais aussi les petits, les startups, les PME, et que ce sont ces petits industriels aussi qui ont le plus d'innovation en fait dans leur carton et qui pourraient le plus bénéficier aux forces. Et donc, elle interviewe régulièrement des startups pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins et surtout comment on pourrait travailler ensemble pour moderniser nos forces, notamment avec le grand programme de modernisation qui s'appelle le programme Scorpion, pour justement créer des liens, créer de la confiance, créer du soutien, afin de ne pas laisser toujours que les grands industriels proposer leurs produits, mais aussi amener des nouvelles idées, du sang neuf dans cet écosystème. Vous dites programme Scorpion, c'est quoi ? Alors le programme Scorpion, c'est le grand programme de modernisation de l'armée de terre. Aujourd'hui, les véhicules de l'armée de terre ont à peu près 50 ans. Donc ce sont des véhicules blindés pour transporter des troupes, ce sont des chars, des choses comme ça. Mais ils ont 50 ans. Le champ de bataille aujourd'hui, malheureusement, les gens en face, ils n'ont pas forcément des outils qui ont 50 ans. Et donc à un moment donné, il faut upgrader. Il faut passer à la version 2.0 parce qu'on en a besoin. Et donc le programme Scorpion, c'est ça. C'est comment on va créer des nouveaux systèmes pour l'armée de terre qui permettront d'être un peu plus modernes et surtout d'embarquer plus de technologies, dont de l'intelligence artificielle. Vous avez reçu aussi un prix décerné par la région Occitanie. Alors oui, récemment, donc ça c'est grand merci à la région pour leur soutien. On a reçu en effet le prix de la start-up de l'année. C'était il y a 2 mois. Donc c'était sur des critères qui sont les PME qui avaient moins de 3 ans sur la région. Et donc voilà, on est très honorés d'avoir le soutien de la région parce que ça fait depuis le début qu'on est là. On les sollicite beaucoup pour nous aider sur nos programmes de R&D. Donc là, c'était une belle reconnaissance de leur part de nous offrir ce prix, quoi. Vous avez participé aussi à un salon qui s'appelle Eurosatori. Satori, ouais. Eurosatori. Alors, Eurosatori, c'est le plus gros salon de l'armement du monde. Il se tient tous les 2 ans, il a lieu à Paris. Et en fait, il est organisé par un groupe d'industriels qui s'appelle le JICAT. C'est le groupement des industriels de la défense terrestre. Et récemment, en fait, le JICAT, dans la lignée justement de la réflexion de Madame la Ministre, a décidé d'ouvrir un petit incubateur pour start-up dans ce cluster. Et on a été en fait la première start-up à rentrer dans cet incubateur parce qu'ils ont vu le potentiel qu'on avait justement pour le milieu de la défense. Et donc pour ces startups-là, ils ont pensé que ça serait bien de nous embarquer aussi dans l'aventure d'Eurosatori et de nous offrir un espace un peu privilégié pour qu'on puisse justement afficher nos innovations au milieu d'un salon qui normalement est trusté par que des grands groupes qui ont des stands gigantesques. Donc nous on est arrivé petit poussé au milieu, mais en essayant un peu de les bousculer, de leur dire regardez, nous aussi on sait communiquer, nous aussi on a des innovations et nous aussi on peut faire du business dans votre milieu et travailler ensemble, quoi. Dans un de vos articles, vous parlez de Man-Machine Teaming, ok. Alors ça, c'est un programme financé par le PIA, donc c'est-à-dire c'est un programme financé par l'État qui vise en fait à réfléchir aux futurs avions de combat. Et comment, surtout, il est centré sur l'intelligence artificielle. C'est comment l'intelligence artificielle sera intégrée dans le futur avion de combat qui s'appelle le SCAF, le système de combat aérien du futur. Comment on va intégrer de l'intelligence artificielle là-dedans. Sachant que petit à petit, le pilote finalement est moins compétent que la machine. Donc est-ce que c'est un avion où il n'y aura pas de pilote ou est-ce que le pilote sera très fortement aidé par l'IA qui prendra peut-être des décisions plus rapidement mais qui demandera une validation. C'est un avion qui va être aussi beaucoup plus connecté au sol parce que, ou au satellite, il va être plus conscient de son environnement et donc ça veut dire qu'il aura beaucoup plus d'infos qui vont arriver dessus. Et il va falloir, pareil, des machines pour aider à trier ces informations, à les prioriser, pour que le pilote ne soit pas débordé par l'afflux d'informations qui va arriver sur lui. Donc le MMT, le Man-Machine Teaming, c'est un projet qui permet d'essayer de constituer un écosystème pour réfléchir à tout ça. Est-ce qu'il y aurait une différence avec le pilote automatique, du coup ?
Alors, un pilote automatique, finalement, c'est quelque chose qui exécute exactement ce que le pilote a décidé. La nuance serait que là, le pilote n'a pas le temps de réfléchir à la décision, et donc il faudrait pouvoir prendre des décisions avant lui. Et donc, par contre, évidemment, il faudrait les prendre avec des paramètres qui auraient été définis à l'avance. On ne va pas laisser au petit bonheur la chance, la machine choisir ce que l'avion va faire, hein. Au prix où il va coûter, à mon avis, on n'aura pas envie de faire ça. Puis c'est pas très sécurisant C'est aussi. pas très sécurisant non plus, exactement. Mais voilà, donc le défi, ça va être de traiter ces volumes d'informations qui vont arriver en temps réel, de manière à ce que seule, j'allais dire, la substance moelle de ces informations soit présentée au pilote. Et ça, c'est un vrai défi. Depuis quelques années, les robots humanoïdes comme Sophia, Pepper, Nao, Dia, Erika commencent à voir le jour. Et est-ce qu'on peut se demander si ils interviennent déjà donc dans la politique, dans les films, dans les shows télévisés? Et pensez-vous que dans le futur, on va devoir travailler avec eux? Par exemple, voyez-vous, entreprise Numalis, ou travailler avec des robots humanoïdes? Alors, la notion de travailler avec un robot, donc je crois qu'ils appellent ça la cobotique, c'est être en coopération avec des robots. C'est quelque chose qui, dans le monde industriel, j'allais dire lourd, hein, le physique, existe déjà un peu. Quelque part, quelqu'un qui opère une grue, il fonctionne avec un robot. C'est une extension de lui-même, hein. C'est d'ailleurs, je crois, un peu la définition des robots. Donc, d'avoir des outils machines qui soient au contact d'êtres humains dans des environnements particuliers, qui exécutent des tâches en partenariat avec des humains, ça c'est totalement envisageable, c'est clair. Je veux dire, un exosquelette, on a déjà des prototypes. Finalement, un exosquelette, il y a aussi de l'intelligence embarquée dedans. Donc on aurait du coup une cobotique déjà effective. Après, le problème, c'est qu'on glisse très vite sur le remplacement de l'humain. Alors que la cobotique, c'est l'inverse, c'est la complémentarité. Donc là où un humain, par exemple, n'a pas beaucoup de force pour soulever 1,5 tonnes, un robot, lui, il peut. Par contre, le robot, il ne sait pas quoi en faire de cette 1,5 tonnes, il ne sait pas qu'il faut la déplacer là-bas, il a besoin d'un humain pour le piloter. Donc c'est là où il faut bien faire le distinguo entre ce qu'on appellerait la coopération, avec des rôles bien définis, avec des partages des tâches, et le remplacement qui, aujourd'hui, est plus un fantasme qu'autre chose, quoi. Merci beaucoup Arnaud Youalalen. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets.